Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de nous retrouver ce dimanche matin pour la première partie des documentaires que nous consacrons au monastère zen de Kanchoji, à la Coquille, en Dordogne. Il se trouve sur le chemin de Compostelle et ce n'est pas un hasard. Je vous propose de découvrir aujourd'hui l'histoire de ce très beau temple ainsi que son fonctionnement. Nous sommes en Dordogne, au cœur du Périgord vert. C'est ici que Jean-Pierre Faure a créé en 2002 le monastère bouddhiste zen de Kanchoji, à la Coquille, dans ce lieu chargé d'histoire. Le lieu où nous sommes, comme on le voit avec derrière moi une croix, ça a été une maison de jésuites. Cette maison de jésuites avait comme caractéristique d'accueillir des gens pour des retraites. Effectivement, le fondateur Saint Ignace de Loyola avait mis comme pratique religieuse la méditation. Et quand j'ai vu un jour venir ici le dernier des jésuites me saluer, qui venait de Sarlat, et il m'a dit qu'il était très content de voir que ce lieu avait repris sa vocation spirituelle. Je crois qu'il y a beaucoup de monde qui est passé dans ce lieu, je dirais un lieu où souffle l'esprit. Vu sa configuration, on est quand même un peu sur un piton, et il y a quelque chose où on se sent bien à Kanchoji. Dans ce monastère de Kanchoji, quand j'arrive, je retrouve un petit coin de Japon. Alors, quand on vient ici, voilà, on laisse tomber l'avidité. Les trois poisons sont l'avidité, la colère et la haine. C'est vraiment la base de l'enseignement du Bouddha. Alors, la première impression, quand je viens ici, c'est la beauté du temple. C'est quelque chose à quoi je suis très sensible. Et ça me fait penser à cette parole de Platon que je trouve tout à fait vraie. Le beau, c'est la splendeur du vrai. Et je trouve que le Dharma se dit bien, s'exprime bien dans la beauté de ce temple. Tous les maîtres zen, ils ont célébré la beauté à leur façon, c'est-à-dire que ce soit un poème, hein, quand Basso il nous dit « plouf, la grenouille dans l'étang », il nous fait entendre ce silence. Par l'art, on peut montrer l'essence des problèmes existentiels et la façon dont on peut les résoudre avec beaucoup de calme, beaucoup de sérénité et beaucoup de plaisir et de beauté. Cela fait déjà un moment que je viens ici à Kanchoji. Et dès la toute première fois, j'ai été impressionné par la beauté du lieu. Avec le temps, l'abbé a continué à développer le monastère. Et je pense que c'est en train de devenir un lieu de recueillement et de pratique, un dojo extraordinaire.
On parle dans le bouddhisme de production interdépendante. Je pense que c'est quelque chose que l'on peut très bien observer ici, car c'est un endroit en pleine nature. Il y a un poème chinois qui dit que les montagnes, les rivières, la faune, le bruit de l'eau sont eux-mêmes l'apparence et la voix du Bouddha Shakyamuni. Et je pense que cette explication du dharma naturel se ressent de manière très forte ici. Et j'en suis très heureux. Lors du 750e anniversaire de la mort de Maître Dogen, qui avait lieu donc au temple fondé par Maître Deshimaru, j'ai eu une rencontre avec Minamizawa Roshi, qui était venu pour l'occasion. Et cette rencontre a fait que tout doucement, je suis devenu son disciple. Je suis allé au Japon. Et à un moment, ayant reçu la transmission, il m'a laissé entendre que si j'avais reçu la transmission, c'était pour transmettre. Cette harmonie, voulue par l'abbé, se reflète notamment dans les constructions, où rien n'est laissé au hasard. On est une école du Zen Soto qui vient du Japon. Et le Japon, les bâtiments ont une grande importance, à la fois sur le plan esthétique et pratique. Donc on s'est empressé très rapidement de construire des choses qui sont pratiques et esthétiques, comme les coursives, qui sont des couloirs qui sont couverts et qui permettent de relier tous les bâtiments les uns avec les autres. Et bien sûr, ça, on l'a fait en bois, parce que le bois est facile de construction. Et une des caractéristiques de notre pratique, c'est de faire le maximum de choses par nous-mêmes. Bien sûr, ces matériaux sont le plus écologiques possible, donc non traités, parce qu'on met quand même un accent particulier sur la qualité de vie, à la fois sur la nourriture, mais aussi les lieux dans lesquels on dort, on habite. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin, les monastères, quels qu'ils soient dans le monde, qu'ils soient bouddhistes ou chrétiens, ont une architecture qui se ressemble. Il y a donc ces fameux couloirs, ces coursives qui se rejoignent les unes les autres. Et à la fin, ça fait comme une espèce de circulation d'énergie, ça fait comme un tout qui se tient. Bien sûr, on s'est inspiré de ça et on continue à réfléchir dans ce sens pour qu'il y ait vraiment quelque chose qui est une unité. Eh bien, nous nous trouvons devant notre dernière réalisation, qui est la maison de l'abbé, qui, comme le dojo, est une maison entièrement écologique. Et alors, pour l'anecdote, cette maison, c'est non seulement la dernière construction, mais c'est aussi celle qui se trouve sur le point le plus haut du monastère, parce que symboliquement, la maison de l'abbé représente la tête. C'est la personne qui dirige, c'est l'enseignant. L'abbé insiste sur un autre aspect, l'attention portée à l'écologie et à la planète. Alors c'est vrai que par le lien avec le Japon, au niveau des arbres ornementaux, on a mis beaucoup d'érables japonais. Les feuilles sont très fines, très jolies, il y a différentes couleurs. Et là, c'est une vue du haut, des 6 terrasses. J'ai cette fibre du travail de la terre. Pour moi, ça n'a pas été difficile de proposer de créer un potager biologique pour nourrir les moines de Kanshoji. Donc là, on a des fleurs. Il faut savoir que l'été, on a besoin de beaucoup de fleurs à couper pour faire des bouquets pour le hâteau, pour les différents lieux de pratique. Mais en même temps, ça donne vie à toute une foule d'insectes. Alors là, tant pis, on va marcher entre les oignons, c'est pas très gênant. Alors ça c'est de la bourrache. Il faut savoir que c'est une fleur qui est très mellifère, donc qui donne à manger aux abeilles, aux bourdons. Là, ce sont des concombres, des jeunes pieds de concombre qu'on a plantés pour faire les tsukemono, les légumes lacto-fermentés qu'on mange le matin avec le riz. Il y a l'idée de respecter la vie, de la protéger. Mieux un jardin est diversifié, mieux c'est pour accueillir plein d'êtres vivants. Donc j'essaie de mettre toutes les variétés de légumes, les légumes racines, feuilles, fleurs, fruits, pour créer justement de la biodiversité. Parce que c'est ça qui fait qu'on rend vivant un sol, on rend vivant un coin de terre.
Le temple de Kanchoji compte une vingtaine de permanents. Parmi eux, Ève, la benjamine de la communauté. Mais ici, c'est un lieu vraiment de formation où il y a comme une équipe, quoi. On est tous ensemble, dans un même truc, dans une même pratique et on s'aide mutuellement. Pour faire vivre ça, faut avoir beaucoup d'énergie et beaucoup d'envie. Et si on commence plus tôt la pratique, bah, évidemment, c'est plus simple, peut-être. C'est plus simple, mais bon, à des moments, c'est un peu compliqué. Mais ouais, c'est quand même important de l'avoir, la jeunesse dans un monastère. Ça amène la jeunesse. La jeunesse amène la jeunesse. Un avis partagé par Charlotte, qui, après un chemin chaotique en Angleterre, a trouvé ici la sérénité. Avant que je n'arrive ici, j'étais désespérée. J'ai lu beaucoup de livres de philosophie intéressants et j'avais des idéaux. Mais personne n'était capable de proposer une manière de vivre. Ça restait toujours intellectuel. Et j'étais constamment déçue. Rien n'avait de sens et je ne voyais pas d'alternative. Quand je suis arrivée ici, j'étais très impressionnée par la façon dont les gens pratiquaient, la manière dont ils fonctionnaient. Le partage, la coopération, l'engagement dans le service. Les gens qui se dépassent constamment. La pratique a sauvé ma vie, sans aucun doute. Marie-Louise, une jeune Américaine, vient-elle spécialement de New York pour participer à la vie de la communauté. Et ici, je crois que c'est l'enseignement de Jean-Pierre Faure et aussi Yasho et tous les anciens ici qui vraiment touchent le cœur à chaque fois. Avec eux, je sens vraiment l'urgence de pratiquer et de rester dans la pratique et pourquoi c'est important pour leur existence, vraiment. Je suis fidèle? Non, peut-être. Oui, c'est ça. Il y a une sorte de fidèle, mais basé sur la gratitude et aussi dans le pleine confiance qui m'inspirait de rester ici à Kanchoji en particulier. Voilà. Je mets l'accent sur la qualité des rapports des gens entre eux. C'est-à-dire qu'il y ait une véritable communication, que l'on aille au-delà des petites différences, des petites difficultés, et qu'à la fin, on se rencontre d'esprit à esprit. Pour moi, la religion véritable, c'est celle qui permet aux êtres humains, quels qu'ils soient, de vivre en paix les uns avec les autres. Et l'enseignement du Bouddha, ce n'est que ça. Et que dans un monastère, il y ait un bassin, un étang avec des poissons, c'est le symbole de l'attention qu'on porte à toutes les formes de vie. Donc c'est vraiment la compassion qui s'exerce vis-à-vis de toutes les existences. Aujourd'hui, vous voyez un monastère qui est de dimension finie, où on peut accueillir un certain nombre de personnes. Qu'est-ce qu'il en sera demain? Je ne le sais pas. Je m'en remets à la Providence. De mon vivant jusqu'à ma mort, je fais l'effort pour cela, mais je ne contrôle pas la vie de l'univers. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez la revoir pendant 1 mois sur France TV. Nous vous retrouvons la semaine prochaine pour la seconde partie de nos documentaires consacrés au monastère de Kanchoji, avec cette fois la cérémonie d'Ojukai, la prise de préceptes. Nous vous souhaitons une très, très belle journée.